encore que la France puisse se comporter comme ça dans nos pays. Nous avons souvent discuté en off. La même situation se retrouve au Tchad. Il y a un bout du territoire tchadien qui appartient à la France. Personne ne sait ce qui s'y passe à l'intérieur. Personne n'a le pouvoir à l'intérieur étant ressortissant tchadien. Ça veut dire que même ceux qui assurent l'exécutif aujourd'hui au Tchad, ils s'en remettent à dire que ce bout de territoire-là ne nous appartient pas. Mais ce qui est bien dans l'histoire, c'est qu'on constate déjà que dans 3 pays, la France en est partie. Jusqu'à il y a 2 semaines, les derniers soldats français sont partis de la RCA. Il y avait encore quelques minuscules soldats, ils en sont partis. Au Mali, il n'y a plus un. Nous avons donné un délai de 1 mois au Burkina Faso. Ça veut dire que ça avance. Nous sommes contents, on prend ça. On prend ça. Les gens me disent que ça vaut quoi? Ils sont au Tchad. On prend. Pourquoi? Parce que quand au Niger, c'est pour ça que je dis je boirai le Cadi. Je ne pourrais pas boire le Cadi et jurer ici que tout ira bien au Niger. Moi, je ne suis pas sûr. S'ils partent du Niger, restera que le Tchad. Mais nous, ici, dans la SEMAC, nous allons demander à nos amis tchadiens que, mais, c'est quoi la problématique d'une plus grande base française dans un pays où, nous dit-on, l'armée est relativement dynamique et solide. Quelle est la problématique? Le Tchad a réussi aujourd'hui, on peut tout dire. Du maréchal Déby à son âme. C'est notre père, on l'aime, on l'avoue. On peut tout dire, mais il a construit au moins une armée solide, qui a fait ses preuves et qui continue à faire ses preuves. Mais c'est quoi la problématique d'avoir cette armée qui aujourd'hui a les moyens de sécuriser le pays et d'avoir un État dans l'État contrôlé depuis l'Élysée? C'est une question, c'est une question. Et quand on regarde la République centrafricaine, toujours en proie à des attaques, il y a de cela 2 semaines, on faisait encore une émission ici. Il y avait eu une attaque entre la frontière camerounaise et l'est et l'ouest de la République centrafricaine. Des aéronefs qui bombardent, après qui prennent des directions, nous dit-on, du nord de la RCA. Au nord de la RCA, il y a un pays qu'on appelle le Tchad, et puis au sein de ce pays, il y a no man's land, c'est-à-dire qu'un territoire totalement indépendant, contrôlé par l'Élysée à l'intérieur du Tchad. Et ça nous amène à nous poser ce genre de questions. Enfin, il ne faut pas négliger les questions monétaires. Ça pousse toujours, c'est-à-dire que ça pousse toujours au sein de la CEDEAO le fait qu'il continue de travailler sur le projet initial de l'ECO. On continue d'y travailler sur le projet initial de l'ECO. Continue au sein de la CEDEAO, on continue à travailler sur ce projet. Le Nigeria continue à travailler sur ce projet. Mais les pays de l'UMOA ont été rapidement caporalisés et tous les espoirs qu'on pouvait avoir d'avoir une monnaie relativement autonome, gérée par des instances, une banque centrale autonome de la CEDEAO, qui a été vendue à la France par M. Ouattara, pour qu'on puisse accepter sa violation constitutionnelle et son 3e mandat. Il ne faut pas négliger le fait que ça peut continuer à se discuter au sein de la CEDEAO, au point de voir même dans quelle mesure il peut interférer dans les négociations que nous avons aujourd'hui au sein de la CEAC et de la CEMAC dans le cadre d'une fusion des 2 sous-régions. Donc, ça n'a pas d'importance pour nous les panafricanistes, ce genre de déplacement, mais nous sommes prêts, nous observons, nous disons au capitaine Traoré d'être extrêmement vigilant sur sa sécurité. Extrêmement vigilant sur sa sécurité. C'est bien d'être monsieur tout le monde, c'est bien d'être l'homme du peuple, de s'inviter dans des amphis avec les étudiants, de se retrouver au front. Nous avons perdu un président comme ça au sein de la CEMAC, qui était un militaire, pas n'importe quel militaire. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler un guerrier du désert. Il est parti pratiquement du Darfour, du Soudan, pour chasser Hissène Habré du pouvoir. Il a construit l'armée régulière du Tchad. Il a doté cette armée de capacités opérationnelles importantes. Il était au front. Nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu sur le terrain. Donc, il faut faire très attention. Et nous avons toujours dit, effectivement, que nous ne doutons pas et nous espérons que Barkhane, grand frère, vous nous dites que les portes sont fermées, puisse ouvrir les portes pour qu'on enquête. Parce que, est-ce que cette mort peut passer à perte à profit pour qu'il n'y ait pas
véritablement d'enquête là-dessus pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Donc, nous ne désespérons pas, nous les panafricanistes, parce que si nous arrivons à avoir une véritable enquête, un mouvement, une enquête là-dessus, et à savoir les commanditaires, comment ça s'est passé, ça peut nous permettre de mieux nous préparer et d'apporter des réponses à des opérations comme celle du Burkina Faso, et même avoir la stratégie idoine pour demander à l'armée française de partir de nos territoires. Merci à vous, Monsieur Bertrand Tatinda. On va aller retrouver le docteur Kanga avant de revenir ici prendre l'avis du professeur Mbelek. Docteur Kanga, concernant bien sûr la suite de cette discussion avec cette visite, Monsieur Tatinda a dit ici cette convocation du président Alassane Ouattara du côté de Paris. Ce qu'on sait également, docteur Kanga, c'est que de ce qui s'est dit, de ce qui est ressorti de ce côté-là, c'est que Paris ne voudrait pas que le même scénario se répète, c'est-à-dire ce qui s'est passé au Mali ou encore en République centrafricaine, que cela se passe également du côté du Burkina Faso. On comprend aujourd'hui l'importance, du moins la place qu'occupe le Burkina, pour ne pas dire l'Afrique, dans le cœur, entre guillemets, de la France. Un petit rappel, parce que tout à l'heure, on avait évoqué des dates. Donc, Jacques Chirac, il a été président de 95 à 2007. Donc, je pense que c'est de Jacques Chirac. Il était question parce que Nicolas Sarkozy viendra en 2007. Il sera président en 2007 et 2012. Donc, il me semble que on parlait de Jacques Chirac. Je voulais juste revenir à la charte, même si je fais des digressions. L'article 26 de la charte de l'impérialisme dit ceci: notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Donc évidemment, il faut que Nestor Podacé, il se bat aussi pour le Burkina. Il faudrait que le président Ibrahim Traoré entende qu'il faut qu'il soit ultra prudent, c'est vrai, c'est bien d'aller sur le terrain, de montrer qu'il est très actif, tout ça, oui, mais il y a des gens qui sont très actifs dans l'armée, qui peuvent le seconder, qui peuvent occuper ce rôle-là, et puis lui, pendant ce temps-là, il fait un travail intérieur parce que le Burkina a besoin de lui. On a besoin de cette jeunesse-là qui est en train de dépasser pour moi, il dépasse les attentes, nos attentes, parce que c'est un jeune en plus, parce que si c'était un quinquagénaire, j'aurais dit oui, parce que la fleur de l'âge et tout ça, mais un homme de 30 ans, me semble-t-il, hein, si je ne me trompe pas, un homme de 30 ans qui agit comme ça, moi je voudrais qu'il ait plus qu'il soit beaucoup plus prudent, parce que le chemin est long, la bataille est âpre, donc il faudrait que il soit ultra prudent. Et je pense que la France, qui est une habituée des coups bas, des coups en dessous de la ceinture, je veux dire des coups très bas, que les Burkinabés fassent attention, et que même si les choses sont en train de bien s'avancer pour le Burkina, il faut vraiment user de prudence, comme le Mali l'a fait, et comme la RCA l'avait fait bien avant le Mali. Il faut vraiment user de prudence, parce que la France, lorsqu'elle agit, elle est habituée, elle s'est construite une politique dans tout ce qu'il y a de mesquin, de tout ce qu'il y a de déstabilisateur. C'est un pays qui déstabilise l'Afrique. Donc quand on lit justement la charte, on voit bien que on dit bien aucun pays du tiers-monde, article 2, ne constitue un État souverain. Donc la France ne veut pas que le Burkina soit souverain. La France ne veut pas que le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo, toute la zone utilisant le franc CFA, la France ne veut pas. À la différence des pays qui ont été colonisés par les Anglais, hein, on laisse une marge de manœuvre pour l'autonomie des pays, mais la France ne veut pas, parce qu'elle est feignante. La France est feignante, elle compte sur les matières premières et sur
oui, sur les matières premières, les sous-sols de ces 14, 15 pays ou 16 pays de l'Afrique subsaharienne pour se refaire une santé. Et j'ose à peine imaginer que si le Burkina résiste, continue de résister comme il fait aujourd'hui, et que après c'est le Niger et d'autres pays après, j'ose imaginer ce qui va arriver à la France. Déjà, le Mali, le Burkina, la RCA, on voit déjà que la récession gagne la France, on voit déjà que les difficultés se profilent véritablement en France. Donc, lorsque les pays d'Afrique, les autres pays d'Afrique, de l'Afrique subsaharienne vont commencer à regagner un peu d'autonomie et à bouter hors de leur territoire national, la France, on verra à quel niveau se situe la France. Donc aujourd'hui, la France a peur, il est vrai, elle a peur parce qu'elle a peur pour son rang économique. On nous dit, je sais plus si elle a au 7e ou 8e rang économique. Pour moi, c'est un rang usurpé parce que c'est grâce aux matières premières de l'Afrique subsaharienne que la France a ce rang-là. Donc, il serait de bon ton, je ne sais pas si on dit de bon, est-ce que c'est approprié d'ailleurs, il serait judicieux pour le président burkinabé de faire très attention, d'être sur ses gardes, plus que sur ses gardes. D'ailleurs, comme je suis assez active sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, je vais m'empresser d'envoyer un petit tweet à la destination du capitaine. Je pense que quand on écrit des tweets, ils doivent avoir des gens qui lisent ou eux-mêmes ils le lisent. Donc, je m'empresserai pour laisser un petit message d'attention, qui fasse particulièrement attention parce qu'on le veut. Moi, je veux me réjouir avec lui, même si je ne suis pas au Burkina. Je veux me réjouir avec lui, avec le Burkina, sachant que le Burkina s'est totalement libéré du joug français, du joug colonialiste français. Il y en a marre que ce pays, ce seul pays, petit pays, un pays nain français qui dirige 14, 15 pays qui sont dotés de richesses incroyables, il y en a marre et il faudrait qu'on y mette fin. Kanga, pour votre participation. Alors, Siken Doumbel annonçait tout à l'heure, nous prenons de suite le professeur Bellec, également sur cette thématique. Selon vous, quel a été un autre non-dit de ce déjeuner? Est-ce qu'ils ont véritablement déjeuné? Est-ce qu'ils ont digéré même? Est-ce qu'ils ont pris un dessert pendant le déjeuner? Le sens figuré, le sens propre. Par rapport à juste tout à l'heure, je vais dire un mot si vous me permettez. D'accord. La question était restée en suspens, à savoir pourquoi les forces françaises ne rentrent pas chez elles et restent en Afrique. Oui. C'est pour le rêve. C'est-à-dire? S'ils rentrent en France, tous les militaires français, parce que la France a beaucoup réduit ses effectifs au niveau professionnel, mais ceux qui sont encore sur le territoire français, eh bien, leur rêve va se briser. Parce que leur rêve, c'est que l'aventure les attend en Afrique. La France est une puissance. Et si le rêve se brise, il n'y a plus d'armée française parce qu'il n'y a plus de morale. La France n'est pas en bon état. Elle n'est pas seulement en bon état parce que les Africains bougent, mais sur place, regardez la réforme de la retraite, regardez les dégâts du Covid. Le pays vieillit. La France était encore il n'y a pas longtemps, disons il y a une dizaine d'années, parmi les pays les plus féconds en Europe occidentale. Eh bien maintenant, non. Maintenant, la France, ils n'arrivent même pas à avoir deux enfants par femme. Alors qu'il n'y a pas longtemps, encore c'était 3. Bon, c'est la dégringolade en réalité. Oui. Donc, il faut maintenir ce rêve que la France domine l'Afrique. Ils ont des opérations qu'ils peuvent commander depuis la métropole. Ils gèrent Abidjan, le 43e Bima, ils gèrent au Tchad. Il faut ce rêve-là. Parce qu'en réalité, c'est peanut, les forces militaires françaises en Afrique. Soit disant, il en faut... Le général Castres, là, il a dit dernièrement qu'il en faut 6 bases permanentes en Afrique. Bon, s'ils en perdent une, à savoir le Burkina Faso, c'est pas grave. Ils vont quand même en rester 5. Bon. C'est pilote parce que leur propre chiffre dit qu'au Tchad, ils n'ont que 1300 soldats. Ouais. Et là, au Burkina, c'était 400. Au Gabon, ils disent que c'est 350. Au fait, la somme, ça fait pas 10 000 soldats au total. À 10 000 soldats, c'est la MINUSCO. C'est au Mali, mais la MINUSMA n'a même pas été capable de faire face à quelques troublions de terroristes. Bon, 10 000, c'est ce qu'il y a aussi la MINUSCO au Congo,
qui pendant ce sont des effectifs inefficaces en réalité. Donc c'est beaucoup plus dans l'apparence, beaucoup plus dans le rêve, l'illusion, enfin pas le rêve, l'illusion, voilà, comme les précipitateurs là. Que dans la réalité. Et cette illusion vaut aussi par rapport à leurs partenaires. Mais même leurs partenaires, on voit que le roi est nu. Regardez même en Ukraine l'histoire de Charles Leclerc. La question se pose, qu'est-ce que le Charles Leclerc vaut par rapport au char Léopard 2? Ouais. Bah oui, c'est que on va se rendre compte que le roi est nu, ça ne vaut pas grand-chose. Les Charles Leclerc, beaucoup sont immobilisés en France. Ouais. S'ils ont 200 nations immobilisées, qui peuvent bien faire? Et s'ils en donnent 50 à l'Ukraine, il va rester combien? Que eux vont faire comment pour se défendre? Si jamais c'est nécessaire de défendre le territoire. Bon, vous voyez, ok, donc je reviens maintenant donc sur Ouattara et son compère, la commère et le compère, c'est pas le compère, la commère, c'est pas qui. En tout cas, ces deux-là. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu échange, enfin, retour de soldats, entre guillemets, mercenaires, qui étaient au Mali, soi-disant, ils sont retournés en Côte d'Ivoire. Oui, mais il y a eu, j'ai compris qu'il y a eu une halte au Togo, dans laquelle une bonne trentaine de légionnaires français a été récupérée par la France. Et on a mis de faux militaires, là, entre guillemets, maquillés ivoiriens, et c'est ceux qui sont arrivés 46. Et il y avait des Ivoiriens, mais le trou qui manquait, parce qu'on a soutiré certains, c'était les légionnaires français qui travaillent pour la France. Voilà. Donc, je pense que le Mali a bien profité des informations. Donc, Ouattara, il a récupéré certains militaires, ils ont parlé avant. Macron a récupéré d'autres qui ont parlé avant. Ils ont besoin déjà de confronter les informations. Oui, qu'est-ce que le Mali a tiré, quelles sont les conséquences possibles. Et puis, maintenant, pour le Burkina Faso, c'est comme si, c'est un homme qui disait ça, je crois, tout à l'heure, c'est comme s'il ne croit pas que Traoré peut réellement aller au bout de sa logique, ou c'est Tatinda, enfin, ou les deux, je ne sais pas quelqu'un l'a dit. Ici, il va au bout. Donc, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'eux se disent, attends, on a le CFA, le statut a parlé de CFA. On ne tient pas le CFA, pour l'instant. C'est encore le cas en Afrique de l'Ouest. On ne tient pas le CFA. Bon, ils ne regardent même pas que le Mali s'en est sorti sans. Hein. Mais non, en tout cas, ils voient le Burkina Faso. On ne tient pas le CFA. Bon, le gars, il sait qu'on ne tient pas le CFA. Est-ce qu'il est quand même capable de nous défier, puisqu'on peut manipuler la carotte, enfin le bâton CFA? Non, il n'y a pas que ça. Bon, on est quand même capable, comme on a dit tout à l'heure, que même dans le gouvernement, c'est pas très clair. On est quand même capable d'activer un coup d'État, et même avant que les 400 militaires français s'en aillent, tenter un coup. Est-ce qu'il est conscient de ça? La réponse est que oui, le gars est conscient et qu'il a même pris ses précautions. Je crois que c'est la conclusion à laquelle il arrive à la fin. Il a pris ses précautions. À travers le Mali, il a déjà fait des déplacements au Mali, et à travers la Russie, et la Russie va bientôt arriver au Burkina Faso, c'est clair, puisqu'ils ont déjà signé le contrat militaire avec la Russie. C'est fait déjà. Donc il a pris ses précautions, il n'a rien à craindre et il est courageux. Le plus important, parce que s'il défile comme ça, et le rapport c'est que le gars aussi est courageux. Le rapport c'est aussi que pauvre Ouattara, l'interrogatoire sorti des militaires, prouve qu'il n'a plus les coudées franches. Ouattara en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça Ambalo aussi s'agite là. Ambalo, normalement c'est le petit poussin par rapport à Ouattara et puis à Macky Sall, voilà qui s'agite. Parce que Ouattara, on se rend compte qu'il ne pèse pas grand-chose en fait. Donc Ouattara lui-même, il vient dire à Macron, bon, écoute, moi je risque d'avoir des problèmes là, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que sur le Burkina bouge, c'est les gens qui sont à la frontière. Hein. Burkina, c'est à la frontière, le Mali, c'est à la frontière. Et qu'est-ce que tu peux faire pour moi là? Parce que tu es encore en troisième Bima, il n'y a pas beaucoup de militaires. Ils sont que 400 là. Qu'est-ce que tu peux faire? Dernièrement, il y a un bateau qui a débarqué. Les militaires ne sont pas restés. Ils sont repartis. Ils sont partis au Gabon. Finalement, je ne sais pas où ils sont maintenant. Ils ne sont jamais restés. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que ce qui va arriver là, je me souviens en avoir parlé. Donc, je peux en parler librement. Parce que moi, il y a des choses que je ne veux pas dire sur les ondes. Parce que les ennemis nous écoutent aussi. Et comme ça a déjà été lâché, on peut le relâcher. Les Maliens ont une dette vis-à-vis des Ivoiriens. On est tous africains et pas d'Africains. Hein. Mais en attendant que l'Union africaine se passe, il y a là-bas une frontière, la base. D'un côté c'est Mali, là c'est Côte d'Ivoire. Oui, je parle de Côte d'Ivoire, je ne sais pas si je me suis mélangé les pattes. Mais il a dit Mali et Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ouais. Les Maliens ont une dette vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'il y a une accusation de la part des Ivoiriens, comme quoi les Maliens ont contribué, des Maliens, pas les Maliens, des Maliens ont contribué pour installer Ouattara au pouvoir.
Oui, oui. Oui, ça se dit. Soi-disant force nouvelle, il y avait plein de mercenaires là. Donc, si le Mali s'en sort mieux maintenant, ils doivent aussi aider les frères ivoiriens. D'autant plus qu'on a les Africains et les Panafricains à se débarrasser de ce Ouattara, qui est une calamité pour la région, une catastrophe, pour reprendre le président Mandakani, une catastrophe pour le continent africain. Donc, le Ouattara, il comprend ça. Peut-être qu'il sait maintenant qu'effectivement les Maliens doivent agir. Ils sont conscients de ça. C'est parce qu'on c'est des humains. Et puis c'est pas eux les responsables. C'est pas parce qu'on a libéré 46 mercenaires que ça veut dire que c'est la paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Non. Donc Ouattara est conscient de ça. Donc Macron lui apporte des garanties. Enfin, il sollicite les garanties de Macron. Et puis, mais professeur, qui sollicite les garanties de l'autre? C'est Ouattara qui sollicite les garanties d'Emmanuel Macron ou c'est Macron qui sollicite... Les deux en général. Ouattara sollicite les garanties parce que des fois son pays, des mouvements commencent à y opérer. Qu'est-ce qu'on va faire? Et en même temps, Macron aussi veut les garanties parce qu'il a besoin quand même de la Côte d'Ivoire pour continuer à influencer les autres. La sous-région, oui. Donc les deux ont besoin de garanties. Mais lorsqu'on on a dit qu'ils étaient impuissants. L'Occident est maintenant impuissant, surtout la France. Lorsqu'on est impuissant, on est deux impuissants. Qu'est-ce qu'on fait? On va pleurer le compère chez la commère. Chacun vient pleurer pour l'autre. Console-moi. On était aussi console-moi. Ils se consolent mutuellement. Mais la vérité, finalement, c'est quoi? C'est que dans tous les cas, le schéma est clair. Ouattara était un ennemi pour l'Afrique. On a parlé des cartes de séjour tout à l'heure. Les cartes de séjour, c'est des choses que la France, par exemple, imposait aux immigrés. Comment ça se fait qu'on en est venu à demander des cartes de séjour aux Ouest africains même? Mais lui, qui en est qui est l'initiateur? C'est Ouattara. Donc Ouattara, lui, ses comptes sont soldés. La France, les comptes sont soldés. Donc de toute façon, la seule chose qu'on attend, c'est, on a dit tout à l'heure que lorsque la bête est blessée, elle peut être... Donc maintenant, il faut qu'on prenne des précautions pour limiter les dégâts de la bête blessée. Mais leurs comptes sont soldés. Donc ils peuvent tout pleurer les uns avec les autres. Asinus, on dit Asinus, Asinum, fricat. L'âne frotte l'âne. C'est deux ânes qui se frottent. D'accord. Et chacun raconte sa vie à l'autre. Merci à vous, professeur Mbelek. On va poursuivre avec vous, monsieur Passion Parfait d'Homme, sur toujours cette question, cette rencontre. Le président Emmanuel Macron et bien sûr son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les non-dits, bien sûr, on a parlé aussi du Burkina Faso après cette décision justement de Ouagadougou de faire partir les forces françaises. Je crois que le point central de cette rencontre était la question de Burkina Faso. C'était le point central de cette question. D'autant plus que justement, on continue de grignoter la plate-bande française, on peut le dire ainsi. Et la France s'inquiète et elle a donc appelé M. Ouattara en consultation. Mais pourquoi M. Ouattara? Voilà. Pourquoi pas le colonel Traoré? Non, le simple fait que M. Ouattara ait été appelé en constatation ne doit pas nous laisser dans un manque de vigilance. Il faut être extrêmement vigilant aujourd'hui. Bon. Je fais un parallèle. Oui. Actuellement au Pérou, oui, il y a des manifestations qui ne veulent pas d'une vice-présidente qui a pris le pouvoir. Vous vous souvenez? Oui. Bon. Vous avez vu une puissance occidentale européenne, même celle qui a imposé au Pérou la langue, ça donne l'Espagne. Mettre leur gueule là-dedans. Dire même un mot. Pourtant, il y a des morts dessus. Mais il y a des morts. Vous avez entendu parler. Même l'ONU dit quelque chose là-dedans. Non. C'est une affaire interne au Péruvien. Mais pourquoi? C'est quand ça concerne l'Afrique que vous voyez les gens même faire des voyages pour aller rencontrer je sais qui. C'est ça la question de cette domination. Quand on parle de la question de souveraineté, nos États ne sont pas encore souverains. Et les actes que le pauvre, voilà cet acte-là. Un pays se démène, prend des décisions qui sont propres. D'abord, on commence à lui dire, il faut que tu nous expliques pourquoi tu as pris ces décisions. Vous voyez ce manque de respect pour tout un peuple. Et ça ne suffit pas, on convoque celui qui est considéré comme le proconsul français dans la sous-région, M. Ouattara.
Qu'est-ce qui ne va pas? Ça se passe comment? D'autant plus que la France a donné des gages à l'impérialisme occidental qu'elle assure la sécurité de ces sous-régions. Mais curieusement, la sous-région est en train de lui échapper. Donc à partir de ce moment-là, ça pose véritablement un gros problème. Un gros problème. Le problème, c'est dans l'anticipation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les mesures que nous devons prendre? C'est vrai, nous avons le franc CFA, que c'est des mesures de rétention. Nous avons la possibilité de fermer certains robinets, n'est-ce pas, de la finance internationale pour les asphyxier. En attendant le Mali avec la CEDEAO, ça n'a pas prospéré. Ça risque de ne pas prospérer avec le Burkina. Qu'est-ce qu'il faudrait donc faire? D'autant plus que nous avons des cellules dormantes encore au Burkina, nous avons nos hommes d'action qui sont encore là. Ce n'est pas seulement les 400 forces spéciales de la force Sabre. Ils ont d'autres. Même dans l'armée. Tous vos gars là qui font en formation à Saint-Cyr et en Trampion là, il faut bien les regarder. Il faut bien les regarder. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas que je dis pas que le président Ibrahim Traoré ne doit pas être en osmose avec son peuple. Les mains de fou, c'est normal. Ça rassure le peuple, ça le caractérise davantage. Mais attention. Attention. Nous rentrons dans une autre phase de la bête blessée. De la bête blessée qui est capable de donner de violents derniers coups de griffe qui peuvent faire très mal. Et nous faire des pas en arrière dont on n'a pas besoin là aujourd'hui. Et ça repose la question de la capacité de l'Afrique aujourd'hui de faire les pas qualitatifs dont nous avons besoin. Moi, j'estime qu'on peut le faire. J'estime que nous sommes en train de le faire. Et j'estime que plus que jamais, nos populations sont plus aguerries, plus aptes à assumer ce choc qui va arriver. Parce que ça va pas être un long feu flambant. Il y a des coups que l'ennemi agonisant va certainement nous infliger. Mais nous sommes capables d'assumer, de soutenir, de supporter cette violence-là qui viendra de ce camp-là. Mais, après tout, il faut toujours qu'on mette dans la tête de nos dirigeants. Oui, nos frontières actuelles, elles sont là. Elles valent ce qu'elles sont. C'est pour ça que vous voyez ce geste, la peine de traiter M. Ouattara de Burkinabé. Parce que l'idée panafricaine domine. Souvent, c'est ces questions que j'appelle de subjectives. Même si elles sont réelles. Parce qu'arrêtez, ce que Ouattara fait subir à la Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est qu'il n'est pas ivoirien. Et aux Ivoiriens qui sont en train de négocier là maintenant, de se laisser corrompre par Ouattara, sachant que pour lui, il sait qu'il n'est pas ivoirien. Et autour de lui, il a fait l'effort, bon, ça, on va me dire c'est de plus au fait, de mettre au niveau de la direction, j'allais dire de la machine qui dirige le pays, des gens qui savent qu'ils ne sont pas ivoiriens. C'est pour ça qu'ils font subir ce parti à la Côte d'Ivoire. Mais ils sont pires que cela. Parce qu'eux, ils ont aussi un pacte avec l'Occident impérialiste. C'est ce pacte-là qui leur donne la possibilité d'avoir des postes qui sont là. Des possibilités de continuer à profiter de l'Afrique. Mais, en étant au service, ce sont des pitbulls de l'Occident, au service de l'Occident, pour garantir les intérêts occidentaux chez nous. Alors, la question, la dimension panafricaine me trouve peu enclin souvent de parler de cette question de manière brute comme ça. Parce que qu'on soit burkinabé, qu'on soit tchadien, qu'on soit à partir du moment où on se bat, on lutte pour protéger les intérêts des Africains, je vous soutiens. Qui viennent même être le président du Cameroun, je serai d'accord. Mais je ne peux pas accepter qu'un tchadien, non seulement il n'est pas dans la dynamique panafricaine, il ne défend ni les intérêts du Tchad ni du Cameroun, qui vient être président du Cameroun, je vais me battre contre lui. Ça faut que ce soit clair. Mais si un Gabonais, c'est-à-dire un Africain d'origine du Gabon, peut être président de la République du Cameroun, et il se bat pour défendre les intérêts du Cameroun, du Gabon, de la sous-région de l'Afrique, il mourra comme son nom. Il faut donc que nos frères, tout à l'heure, on a commis la première erreur, parce qu'avant c'était dit, on ne veut pas de moi parce que je suis du Nord, on ne veut pas de moi parce que je suis musulman, on ne veut pas de moi parce que je porte les gandouras. Et ils ont embarqué dans cette considération d'ordre subjectif et les Burkinabés et les Maliens qui sont allés déchiqueter complètement le visage de la Côte d'Ivoire. Le mettre à feu et à sang. Donc il ne faut pas que ça recommence. Il ne faut pas qu'au Mali ça recommence. Il ne faut pas que ça recommence nulle part. Non, on n'a pas oublié
que les populations africaines se sont laissées embarquer dans ce discours. Donc, le travail qu'on a fait sur ce plateau, c'est un travail pédagogique. En leur disant, vous êtes tombé sur ce panneau hier, ne retombez plus jamais sur ce panneau. Ce qui est intéressant, c'est de voir, est-ce que la princesse Manu Nassik et Foudnebi sont en train de bouffer leurs ongles parce qu'elles sont au service d'Afrique, parce qu'elles luttent pour l'Afrique, parce qu'elles sont là pour l'Afrique. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas de dire qu'ils viennent de telle région, ils sont X, Y. Maintenant, on fait semblant de ne pas très bien le voir. C'est un bel qui est sorti par là. Car apparemment les accords militaires ont été signés entre le Burkina et la Russie. Oui. C'est une bombe. Je peux vous dire que c'est une véritable bombe. Ça fait. On a l'impression qu'on ne voit pas les conséquences. Mais les conséquences sont terribles au niveau de la géopolitique mondiale. Terribles au niveau de la géopolitique mondiale. Il faut absolument qu'on arrête cette saignée. Dernièrement, vous étiez aux États-Unis. Ça participe de cette même démarche. Est-ce qu'on peut boucher, n'est-ce pas, cette déferlante qui arrive? On peut l'endiguer. Est-ce qu'on est capable? On cherche des solutions. Et je dis parmi les solutions, pour briser le moral des Africains, ça veut les assassinats de nos dirigeants, comme le jeune Ibrahim Traoré, qui, justement, se met dans une perspective de renouer les liens avec ce que Sankara a planté au niveau de Burkina Faso. Et c'est très important. Donc, honnêtement, ne prenons pas ça à la légère. Il y a des enjeux à l'intérieur du pays. Il y a des enjeux au niveau de la sous-région. Vous avez cité le Ghana tout à l'heure, mais n'oubliez pas que même chez ton ami togolais, il a failli avoir un coup d'État indépendant. Il y a un général qui est aux arrêts. Voilà. Bon, il y a des enjeux au niveau de la sous-région. La CEDEAO elle-même là, elle va être quoi? J'ai l'impression que ça, il ne faut pas attention, elle va imploser bientôt. Et puis il y a des enjeux géopolitiques, la géopolitique mondiale. L'Afrique est la dernière frontière où vont se livrer les véritables batailles pour la naissance de ce monde multipolaire. Vous vous souvenez, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, dernièrement, elle recevait M. Anthony Blinken. Monsieur, apparemment c'est vous qui avez dit que les pays africains qui n'ont pas voté dans le sens de l'Occident seront punis. Ah, Blinken, non, surtout pas, c'est pas moi. Bon, parce que si c'était vous, j'aurais ordonné que vous repreniez vos travaux tout à l'heure pour repartir, pour dégager d'ici. Parce que je vous rappelle que les diplômés de Harvard et que Blinken, c'est tout simplement master. La marine sud a annoncé des manœuvres avec la. Il y aura des manœuvres militaires. Des manœuvres militaires sur le sol sud-africain, des armées chinoises, des armées russes et de l'armée sud-africaine. Le pays de l'apartheid. Tout à fait, tout à fait. C'est programmé au mois de février, à partir du mois de février. Donc je peux vous dire, et je continue de dire qu'il y a des lignes qui bougent. Et elles bougent parce que vous, j'allais dire non, ce n'est pas vous. Le mot est haïssable. Vous avez abattu un travail terrible. Et je sors en disant à Arusha Today, vous avez des partenaires sur le continent. Venez signer des contrats avec ces partenaires. Ils sont dans ce combat bien avant que vous existiez même comme télévision sur le plan mondial. Cette jeunesse-là, elle a commencé cette bagarre. Elle est prête à continuer. Aux côtés de ces aînés qui sont sur le plateau d'ailleurs que vous voyez. Et nous ne sommes pas les seuls. Mais nous estimons que nous avons une voix qui porte. Oui, j'aimerais voir bien des accords entre Russia Today, Sputnik et Formu Média pour amplifier, puisque on pense avoir interdit à l'amplificateur du monde multipolaire de conduire des mètres. Là-bas chez nous, chez eux autant pour moi. Alors que chez nous, pendant plus de 60 ans, mon père allait dans son champ de cacao au village, mais avec sa petite radio qui écoutait RFI. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie. Bien sûr. Était élevé à on fait un fond là-bas, on fait un fond de la forêt, on écoutait RFI. Aucun de nos États, dans le précaré français, n'avait son propre satellite. Aucun. C'est maintenant que je vois qu'avec la coopération russe, le Mali est sur le point d'avoir son propre satellite. Bon, c'est ça qui donne du sens. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire. C'est leur problème. Au dernier discours du président Biya, lors de la rencontre, de la grande messe américaine, bon, je l'appelle comme ça peut ne pas plaire. Mais quand il dit, mais au-delà, le ciel là, mais il faut le démocratiser aussi.
Ah, bien sûr. Nous aussi, on doit avoir notre satellite là-bas. Pour un certain nombre de renseignements dont nous avons besoin pour pouvoir développer nos pays. Tout à fait. Est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui? Pour le savoir, ça dépend des autres. Est-ce que l'enseignement, c'est comment? Ça dépend des autres. Je ne parle pas des mouvements, des populations, ça dépend des autres. Vous avez vu cette bande de brigands? Mais oui, c'était la mafia chinoise, etc. Partie du Soudan. Venir abattre des éléphants. Au Cameroun, à Bomba-Djinda. Sans que nous ne soyons au courant de quoi que ce soit. Alors que les Français ont des satellites qui tournent sur nos têtes, ils ont été incapables de nous fournir ce renseignement. Imaginez donc. Mais depuis un certain temps, vous avez la coopération russe, vous avez des pays comme l'Éthiopie, qui ont le propre satellite. Vous avez l'Angola qui est en train de lancer encore notre satellite. Le Mali qui est sur le point de lancer. Ça, c'est la coopération russe, de lancer de vos satellites. Même l'Ouganda. Même l'Ouganda. Ce pays. Le Nigeria. Mais les autres grands partenaires. Est-ce que la Côte d'Ivoire a un satellite? Zéro. Ils n'ont pas de satellite. Le Sénégal. Le Sénégal a-t-il un satellite? Non. Alors, tous ces majors, tous ces tauliers de la France-Afrique, plus de 60 ans d'indépendance, rien. Il a fallu que dans certains pays qu'ils ont exploité, on pille la même chose, que ce soit la coopération chinoise qui va donner les premiers bitumés, 60 km de route bitumée. Merci. Un hôtel décent. Mais attendez, finalement, vous avez beau ce qu'il a dit, le sentiment anti-français. Ouattara peut plastronner comme je le vois là-bas au niveau de Perron-le-Lysée. Ça ne changera en rien au fait que les jeunes Africains ont enfin compris. Et parmi ces jeunes Africains, en bonne place se situe le capitaine Ibrahim Traoré, qui fait notre fierté. Merci à vous, Monsieur Passion. Parfait. Donc, on va revenir tout à l'heure pour le tour de Tawanora. On a encore une dizaine seulement de minutes pour sortir définitivement et peut-être simplement vous dire, peut-être approfondir le partenariat avec RT parce que comme vous le savez, For You Media Africa est déjà en partenariat avec RT, justement ce média russe. Et effectivement, on se fera le plaisir d'approfondir comme vous le souhaitez. D'autant plus que nous avons la possibilité de mettre en France. Voilà. Et je vous rappelle que les cibles privilégiées pour lesquelles la France travaille, c'était l'Afrique. Parce que beaucoup de jeunes Africains écoutaient ces médias. Et pour eux, leur empêcher de continuer de parler, c'est de ne plus permettre à la jeunesse africaine d'avoir... On rappelle simplement à nos téléspectateurs justement que ce partenariat vous permet, chers téléspectateurs, de suivre les émissions ou programmes de la télévision RT à partir des antennes de For You Media Africa. Oui, professeur. Et les Français, écoutez RT. Tous les Français qui ne peuvent pas aller sur l'Internet parce que bon, ils ne maîtrisent pas trop, les vieux là, certains écoutent RT. RT France justement, parce que les chaînes françaises sont connues comme des chaînes mensongères et c'est mainstream. Donc RT était aussi un peu d'oxygène pour les Français. Mais aller chez RT n'arrange pas Macron, parce que ça va ouvrir les yeux à ceux-là. Donc, on va aller au standard. Oui, pour le tout dernier appelant. Même les Français. Nous allons prendre le tout dernier appelant. Je crois qu'il s'agit de monsieur Bandakani. Emmanuel Bandakani, bonsoir. Bonsoir Manuela. C'est Manuel Bandakani, j'appelle depuis la Côte d'Ivoire. Manuela, comme j'ai l'habitude de dire, vous êtes une fierté pour l'Afrique. Vous êtes l'Amazone. Sans oublier Linda qui est auprès de vous. Manuela, qu'est-ce que j'ai à dire? Je voudrais simplement rassurer mon père, mon éducateur, Parfum d'homme, que la leçon est bien entrée. Le coup est maîtrisé par nous, la jeunesse. Parfum d'homme, soyez-en sûrs, le jour de votre mort, vous allez véritablement vous reposer parce que la relève sera assurée. Je voudrais aussi saluer l'homme de feu, Bertrand Tatida. Oh, mon tonton, sois salué depuis ta position. Sans oublier mon père Badankani, qui n'est pas sur le plateau, et le professeur et tous vos invités. Rassurez-vous que tout ce que vous êtes en train de faire depuis plus de 10 ans, nous, la jeunesse, sauf nos adversaires n'ont pas compris que nous sommes conscients maintenant, que nous avons décidé de prendre nos destins en main et le destin de l'Afrique va être assuré par les Africains, par cette jeunesse, sauf la France et ses vallées. Ça fait pitié pour eux, mais c'est leur problème s'ils n'ont pas compris. S'ils veulent qu'ils n'ont qu'à tuer Assimi Goïta, s'ils veulent qu'ils assassinent
et IB, je ne demande pas qu'ils se laissent assassiner lâchement comme ils ont assassiné notre, comme on l'appelle, Idriss Déby, qu'ils soient prudents. Mais je demande à la France qu'ils veulent, qu'ils assassinent. Il y a combien d'Assimi Goïta aujourd'hui que vous avez formé, Manuela? Il y a combien de IB, combien de Lumumba qui sont nés aujourd'hui en Afrique, que Bafin Don, ça fait combien d'années il nous a éduqués? Parfait. Sois sûr, l'éducation est passée. Nous sommes debout. Aujourd'hui, tu peux te reposer. Nous allons assumer. Sois fier parce que tu as des enfants dignes qui sont prêts pour te représenter. J'ai envie de même dire qu'ils vont faire mieux que toi parce que je sais que c'est ton souhait. Bertrand, n'aie pas peur. Nous sommes prêts. Nous n'avons que 25 ans. Nous n'avons que 30 ans. Donc, imaginez-vous. Pour finir, je voudrais dire au peuple français, vous avez refusé d'assumer votre responsabilité. Quand les jours vont venir, nous espérons bien que vous allez vous taire. De toute façon, vous êtes tués sur les crimes de vos autorités. Vous allez fermer et vous allez assumer. Je vous remercie. For You Media, nous sommes fiers pour cette nouvelle que Manuela est bien annoncée avec la collaboration avec RT. Oui, l'Afrique est en train d'avancer. Merci, merci. Bonne continuité. Merci. Merci beaucoup à vous, hein, monsieur Emmanuel Bandakani. Nous allons prendre Lamine Diop également, fidèle téléspectateur de For You TV Africa. Bonsoir à vous, Lamine Diop. Les auditeurs téléspectateurs. Et puis, moi, je voudrais rebondir sur la deuxième thématique par rapport à ce qui a été dit par les panélistes. D'ailleurs, je suis en phase avec leurs propos. Et mes chers, autre pathologie reine des pathologies, le larbinisme. En quelques années, Ouattara a produit et consommé plus d'actes de larbinisme envers l'État français, plutôt qu'un autre dirigeant d'Afrique nord francophone. Et on se pose la question, qu'est-ce que ce larbinisme révèle? Un droit, selon moi, à la soumission à l'ordre français perpétuel. Ce qui est intéressant pour nous, les panafricains, le fait de voir Ouattara aller à l'Élysée de nouveau, ça signifie qu'il y a eu techniquement un décrochage de l'ordre français dans la sous-région ou une mise en cause radicale du régime français d'avant dans la sous-région. Ça veut dire à quel point ce ne sont pas là les pouvoirs militaires à Bamako ou à Ouaga qui sont en cause, c'est l'ordre français. Ça signifie l'ordre français de l'Élysée est dans un état de décomposition irréversible en Afrique non francophone. Donc moi je pense sérieusement et sincèrement que Ouattara et ses acolytes ivoiriens, car ils ne règnent pas seuls en Côte d'Ivoire, c'est probablement la caste au monde la plus orientée vers un larbinisme au sens global du terme. C'est une caste médiocre et lanterne qui, avec un esprit de passion à la soumission à l'ordre français incomparable, d'ailleurs personne ne leur vient même aux genoux en Afrique nord francophone. Et donc ce type de groupe ne peut guère venir au secours à un Macron complètement pris entre l'enclume panafricain et le marteau russe. Et faire de Ouattara son porte-bannière public en Afrique nord francophone reste toutefois un risque de deux choses. L'une, ou bien ce sont des bons risques, si j'ose dire ainsi, la balance est risque et inconvénient est positive, et en ce moment, c'est un président élu démocratiquement et aimé dans son pays respectif, et ça, c'est tout sauf Ouattara, ou bien la balance est négative plutôt, et en ce moment, c'est le Ouattara. Oui, c'est un personnage comme Ouattara avec son passé de seigneur de guerre. Donc, bien entendu, nous savons tous, l'un des substituts de Washington en Afrique nord francophone, la France, avec sa relation dominant-dominée à grande échelle à travers Ouattara et son gang, indique une chose, que la France a beaucoup misé sur sa propre guerre colonialiste contre l'Afrique nord francophone, mais malheureusement, certains paramètres ont été mal jugés par cet État français, et la fin, ou leur fin, dans la sous-région est inéluctable. Merci, bonne fin d'émission, bientôt. Ciao. Merci à vous, Lamine Diop. Merci beaucoup. On referme donc définitivement le standard et on n'a plus que 5 minutes. Et vous êtes effectivement... Ils sont 5. Voilà. Donc ce sera 1 minute. On va essayer comme ça. On commence avec Dr Kanga en 1 minute. Donc, que dire si ce n'est abonder dans le sens, je crois, de Parfendum, qui disait qu'il faut intensifier les relations liées à la communication, donc au journalisme. Donc moi, je dirais d'intensifier vers les BRICS,
Parce qu'aujourd'hui, les BRICS sont le vent en poupe. Il y a de plus en plus de pays qui se bousculent au portillon pour pénétrer dans cette sphère qui devient de plus en plus prisée. Le panafricanisme me parle, mais on parle de panafricanisme dans la mesure où le panafricain défend, s'il n'est pas de la nationalité du pays, il défend extrêmement les causes et la patrie pour laquelle il préside la destinée du pays. Et auquel cas, moi je suis panafricaine jusqu'à fond la caisse. Je me définirais de toute façon plutôt souverainiste, mais c'est la même chose. Donc, on a voulu que Alassane Dramane Ouattara soit président pour des raisons. Par exemple, le GPS disait que c'était pour que un président, même ne fût-ce un Burkinabé, accède au pouvoir. Mais quand il a accédé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour les Ivoiriens? Et donc, le panafricanisme, oui, il faut le travailler. Et pour finir, vous avez parlé de, je crois que c'est toujours Parfait Ndom ou bien Tatinda, qui a parlé de se regrouper pour faire, pour travailler ensemble, pour faire une force, pour militer contre toutes ces forces obscurantistes. Donc moi, je voudrais bien, j'aimerais bien même d'ailleurs discuter en off avec ces personnes. Donc j'aimerais bien que vous puissiez leur communiquer mon numéro parce qu'on est en train de monter sur Twitter justement un mouvement pour se regrouper. Je pense que l'Afrique, pour avancer, il faudrait vraiment qu'on se regroupe. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup à vous, Dr Kanga, ça sera fait. Alors, Nestor Podassi, en 1 minute également. Merci beaucoup à tous les co-panélistes. Et moi, mon mot de fin, c'est de rassurer Dr Kanga de ne pas avoir peur. Parce qu'elle a parlé de la France qui est un pays déstabilisateur, un pays vampire. Nous savons tout ça. C'est pour cela que nous avons engagé le combat de manière frontale avec la France. Si c'est la diplomatie, la ruse, là, la France a fini avec ça. Nous, on ne peut plus attaquer la France sur le plan diplomatique et la ruse. Il faut l'affronter. Voilà pourquoi le 1er octobre, le peuple a d'abord leur ambassade ici. Et ensuite, aller agresser leur camp militaire. Et ils vont partir avec la honte, la plus grande honte. Donc la France même sait ce qui l'attend ici. De la même manière qu'ils ont perdu en Vietnam, de la même manière que les Américains ont perdu en Somalie, de la même manière qu'ils ont perdu en Afghanistan. Tout ça, c'est la détermination du peuple. N'ayez pas peur d'eux, c'est des tigres en papier, ils sont rien. Et nous allons les démontrer que nous sommes un peuple intègre et que la France ne peut rien, quel que soit ses coups bas, ça ne passera pas. Nous sommes déterminés à finir avec les valets de côte de la France, balayer la France et sa politique complètement Burkina Faso depuis 2014. Nous avons fait partie le plus grand sous-préfet de la France qui était Blaise Compaoré. Ils ont manœuvré pour maintenir un autre valet local par la corruption. Mais nous sommes revenus à la charge en 2021, 2022. Roch est déposé. Ils ont manœuvré pour faire venir un officier félon à la faveur de la France, qui est en faveur de la France, qui est d'Amiba. Nous l'avons fait partie. Et nous sommes déterminés. Voilà. Et de 2014 à aujourd'hui, nous sommes les mêmes acteurs. Hein, ça n'a pas changé. Donc, d'autres sont corrompus. Ils ont été mis hors de la course. Mais nous qui sommes restés dignes et intègres, nous continuons et le peuple nous fait confiance. C'est cela qui fait notre force. Parce que le peuple est sensibilisé, le peuple est déterminé, c'est ça qui est le plus important. Maintenant, la France va passer par où pour faire la déstabilisation. Même si la France envoie Satan en personne aujourd'hui au Burkina Faso, il ne peut pas diriger parce que nous n'allons jamais le laisser faire. Voilà, donc merci beaucoup, courage à nous tous, et je demande à tout le monde de ne pas se décourager, de se déterminer. Ivoirien du Cabri, moi on n'a pas peur de couteau, il n'y a pas deux façons de mourir. Le jour que tu es né, le premier cri de bébé qui veut dire une guerre, ça veut dire que c'est un cri de guerre. Donc, nous devons nous battre comme Thomas Sankara l'a dit. Seule la lutte libère. Sinon le poltronisme, le conformisme, ça ne paye jamais. Et dans une lutte, d'autres peuvent tomber, mais il faut enjamber le corps de vos camarades tomber et continuer jusqu'à ce que vous gagnez la victoire finale. Rien n'est impossible à celui qui croit et rien n'est impossible quand on est déterminé. Merci beaucoup. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci à vous, Nestor Podassi. On rappelle que vous êtes à la tête d'un grand regroupement, pas seulement du côté du Burkina Faso, mais aussi, on va dire, de plusieurs pays, en abrégé, PJP. Merci. Et vous avez en actif, d'ailleurs, plusieurs, je ne vais pas dire manifestations, en tout cas. Merci en tout cas à vous, Nestor Podassi, et beaucoup de courage. On revient sur le plateau rapidement avec vous. Pour conclure. Pour conclure. Avec vous, professeur Mbelek.
Oui, bon, déjà, j'encourage Christophe à passer au combat avec ses camarades, frères, sœurs, et mères et pères, ça va être les jeunes qui vont se battre, ils marquent des points, se souviennent de leur combat. Et on l'a rappelé dans quelques années, dans cette même partie, Marc Taboré et Damiba, c'est pas rien. Maintenant, il y a un jeune qui arrive, militaire, expérimenté, qui est prêt à combattre, et qui a vu d'ailleurs comment sur le terrain la France manœuvrait. Puisque quand on envoyait des soldats en mission, ils se faisaient massacrer parce que l'ennemi était informé. Hein, et puis on les sous-équipait. Et quand on les avait assassinés, les veuves, ils n'avaient rien en retour. On laisse des veuves et des enfants. Alors, c'est moi qui ai le dernier mot, c'est ça? Oui, bien sûr. Je ne vais pas développer, mais je dis quelque chose. Allez-y. Je récuse le prix Nobel de physique 2017 et je récuse le prix de médecine et de physiologie 2022. Je n'ai pas le temps, hier j'ai dit un mot, mais j'espère que j'aurai plus de temps à l'occasion pour le développer. Je récuse ces deux prix Nobel et ça montre que, le prix Nobel de la paix on savait déjà, mais ça montre que l'Occident joue aussi dans notre mental avec des choses comme ça, prix Nobel. En fait, c'est la continuité du combat géopolitique, sauf que là c'est sur le plan intellectuel. C'est la suprématie occidentale, et là il achète pour pas cher en fait. Merci à vous, professeur Bellec. On aura l'occasion justement d'en parler. Merci à vous, monsieur Tatinda, monsieur Parfait, Dr Kanga, Nestor Podassé. Nous sommes à la fin de cette émission. Linda, merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Alors je dirais tout simplement, vive l'Afrique, vive le panafricanisme et vive bien sûr la liberté du continent africain. Merci.